Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café des Experts Éco est tout de même ici, comme d'habitude, un mardi sur deux pour un numéro un peu dans la morosité de la bataille contre le Covid-19. C'est un peu difficile. Ali Harbi, bonjour. Bonjour. Reda Amran, bonjour. Bonjour. Reda Amran, tu es avec nous dans le confinement. Tu es plus sur nous que Ali et moi. Voilà. Tu respectes les règles à la lettre et tu as raison de le faire. Tu nous expliques pourquoi, Reda. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on est un couple de personnes âgées, des septuagénaires. Donc, monsieur et madame Amrani respectent, si tu veux, le confinement et ont intérêt à le respecter parce que nous, avec l'âge, nous avons aussi des maladies chroniques tous les deux. Et on s'en voudrait beaucoup si tu devais prendre le risque de venir nous rejoindre au studio ici, même si on essaie de tout faire pour que les choses se passent bien. Voilà, merci Ali de rappeler. Toujours fabrication artisanale. Hein. Toujours. L'entreprise en tient déjà. C'est ce qui marche. Voilà. En audioconférence. Alors, moi j'en profite pour dire à nos amis auditeurs qui nous font toujours le reproche de ne pas porter comme il le faut, le masque, geste barrière, on le fait pendant l'émission. Il est évident que dès qu'on sort déconfiné, on remet. Là, c'est pour que vous puissiez nous entendre et on considère que à cette distance-là, il n'y a pas de risque de contamination. Alors, j'espère qu'à la fin de l'émission, on pourra avoir avec nous un troisième expert, Mahrez Aït Belkacem, qui est en confinement bloqué un peu à l'étranger, loin de l'Algérie, qui est l'ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance chômage, qui nous parlera du système de protection sociale et de son devenir dans le contexte de crise actuelle. On espère pouvoir l'avoir avec nous d'ici à la fin de l'émission. Donc un format classique du Café des Experts Éco. Alors première question, messieurs les experts, les amis auditeurs écoutent souvent des intervenants sur comment gérer cette crise, un peu dans les médias, notamment les médias publics. Nous, on va se poser la question franchement. Est-ce que on peut aller au confinement total? C'est un peu la question qui est en suspens. Il y a des recommandations qui le disent. Confinement total à la manière dont ça se fait en Italie, en France et en Espagne, les trois principaux pays du sud de l'Europe qui sont extrêmement touchés par cette pandémie. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce stade-là? On va d'abord prendre la réponse de Ali. Oui. Écoutez, pour être très honnête, il faut distinguer d'un côté la question qui s'adresserait aux autorités sanitaires et médicales du pays et d'un autre côté la question de son point de vue social et économique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'urgence, de crise. Si les autorités sanitaires disent qu'il faut un confinement total, il faudra faire le confinement total parce que c'est à eux, je dirais entre guillemets, que la décision revient d'une certaine manière pour les raisons d'urgence sanitaire. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est la faisabilité d'un confinement total tant que l'État n'a pas encore pris des mesures d'accompagnement et, je dirais, d'aide à la population pour qu'on puisse supporter ce confinement. Tu parlais tout à l'heure des autres pays qui ont fait un confinement total. En parallèle, l'État est intervenu massivement pour sauvegarder le revenu des gens, pour assurer l'approvisionnement. Beaucoup de gens parlent du succès de la Chine. Il faut savoir que l'État chinois était capable de faire parvenir l'approvisionnement alimentaire aux ménages, au pas de porte, pratiquement, tous les jours pendant le confinement. Il faut être capable de le faire. Donc, c'est pour ça que la question, c'est pas faut-il ou ne faut-il pas. C'est peut-être le faut-il d'un point de vue de l'urgence sanitaire, mais peut-on le faire? Et enfin, je terminerai sur un point, c'est la question de la durée. Quelle durée accorder au confinement, sachant que pendant un confinement, c'est toute l'économie qui est à l'arrêt, ou presque. Ou presque, et jusqu'où on peut supporter une interruption de l'activité économique dans notre pays. C'est pas facile, quoi. Est-ce qu'on n'a pas déjà la réponse, Reda Amrani, qui serait venue de la bouche de Abdelmajid Tebboune lors de la dernière conférence de presse, lorsqu'on lui a parlé on lui a posé cette question-là, il a dit c'est facile de soumettre au confinement total, de le décréter, c'est beaucoup plus difficile de le gérer. On a l'expérience de Blida qui s'est mal déroulée pour l'approvisionnement.
Est-ce que c'est pas cela qui va faire que peut-être on n'ira pas jusqu'au confinement total, Reda? Je pense que les spécialistes de la médecine aimeraient bien, parce que c'est la situation idéale pour gérer le coronavirus, mais le confinement total serait la solution idéale pour eux. Mais en fait, l'économie ne s'y prête pas, la société algérienne ne s'y prête pas. Imaginez que tout le monde ne dispose pas d'un logement où ils peuvent se retrouver. Et il y a des familles qui sont, comme dirait l'autre, surchargées dans les logements. Vous avez des taux d'occupation des logements qui sont où les jeunes sortaient la nuit pour faire presque un 3x8 pour dormir. Donc la situation sociale, je ne pense pas qu'elle s'y prête. Mais même la situation économique, est-ce qu'on dispose d'une économie qui puisse tenir le confinement? Imaginez l'agriculture. Notre agriculture est faite de produits frais. Et c'est pas la grande céréaliculture où on travaille de façon, si vous voulez, épisodique. Mais la grande agriculture chez nous, c'est les produits frais, c'est le travail sous les serres. Est-ce que les paysans vont pouvoir tenir à laisser leur production se confiner, abandonner leur production et qui va se détériorer? Donc vous voyez, il y a des problèmes techniques auxquels on ne s'y attend pas, mais qui sont là. Ne serait-ce aussi que les autres activités de l'État nécessaires, c'est-à-dire l'entretien, le nettoyage, le transport. Et il faudra aussi... Et donc, Reda, tu dirais qu'on est dans un bon compromis pour le moment, c'est-à-dire on fait ce qu'il faut, mais on ne va pas beaucoup au-delà pour tenir compte de la réalité algérienne et de la réalité de l'économie, c'est ça? Il faut tenir compte et essayer, s'il vous plaît, de réduire un peu, puisque l'OMS dit que le port du masque permet de réduire la contamination, les effets de la contamination. Donc, essayez des mesures beaucoup plus réalistes que le confinement total. Hein. Aujourd'hui, vous avez des citoyens qui appellent certains services publics nécessaires en cette période qui ne répondent pas. Alors, imaginez si c'est le confinement total. Non, je n'y crois pas, même si c'est l'idéal en termes sanitaires. Hein. Alors, on est à peu près d'accord pour dire que pour le moment, il est urgent d'attendre déjà les effets du confinement tel qu'il est pratiqué pour voir comment la pandémie va évoluer en Algérie. En Algérie, on parlera d'épidémie. Est-ce que, une dernière question sur cette évolution, est-ce que, Ali, tu considères que la façon dont la courbe évolue, c'est quand même quelque chose qui devrait conforter le dispositif tel qu'il est plutôt que d'aller vers des mesures encore plus alarmistes, sachant qu'on a besoin de tester plus massivement, là il y a une grosse défaillance de l'État, on a besoin de généraliser le port donc des bavettes et donc cette mesure barrière, là aussi on est très en retard, mais pour le reste, est-ce que c'est acceptable comme évolution? En fait, on n'en sait rien parce que pour le moment, disons que, comme on dit souvent, il nous manque un dénominateur pour pouvoir faire des statistiques et des ratios. On ne connaît pas le nombre de personnes contaminées parce que le niveau de dépistage est faible. Et donc, à partir de là, en fait, on ne sait pas quelle est la masse qui est contaminée, qui peut glisser vers une situation grave qui amènerait à une surcharge supplémentaire du système de réponse sanitaire du pays. C'est pour ça que ce qui est vraiment impératif pour le moment, c'est à côté de confiner les gens qui peuvent être confinés, je dirais, on va en reparler tout à l'heure dans l'émission, c'est vraiment les mesures barrières, la distanciation physique. J'aime pas le terme de distanciation sociale, parce que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut rester en contact social, mais il faut se distancier physiquement. Donc c'est la distanciation physique des gens qui compte, et bien sûr le port du masque. Ça va maintenant. On verra les jours qui viennent, est-ce que nous allons avoir effectivement cette vague dont on parlait, ou bien est-ce qu'on va avoir plutôt une croissance lente d'un système peut-être qui est lié à une réponse, je dirais, immunitaire plus favorable de la population algérienne? On n'a pas d'éléments pour le moment. Ou lié à une diffusion du virus qui n'aurait pas été massive avant, moins brutale. Au départ, qui nous aurait protégés. Moins brutale, oui. Moins Voilà. brutal, voilà. Mais honnêtement, je pense qu'on en sait. Même là, on parle au corps médical quotidiennement et tout ça. Les gens disent que tant qu'on ne sait pas combien il y en a dans la masse, on ne sait pas comment ça va se comporter dans les jours qui viennent.
Oui, oui. Non, le pic, enfin, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le pic est encore devant nous et que les jours qui vont venir vont être difficiles, avec peut-être quand même une évolution de la coupe qui pourrait ne pas être aussi chaotique que ce qu'on on ne le sait pas, mais on continue de l'espérer. Et il y a une mesure dans ce qui a été décidé ces derniers jours. Reda, est-ce que tu es avec nous? Il y a une mesure qui a interpellé, c'est de rétablir l'ouverture de certains commerces qui devaient rester fermés pour maintenir pour aider à la maintenance du parc roulant, pour aider au fonctionnement de l'économie. Bonne ou mauvaise mesure? Moi, je pense que toute la question justement de la réponse, de la stratégie de réponse, elle est dans le fait qu'on ait pris cette mesure ou qu'on ne l'aurait pas prise. On a deux modèles. Soit on fait un confinement absolument total, à la chinoise ou bien à l'italienne, mais sur une période de temps mesurée. Et que toute l'Algérie soit en apnée pendant peut-être 10 jours ou 15 jours, et qu'on déconfine obligatoirement après. Ou bien on s'installe sur des mesures plus longues, et où on va essayer d'endiguer la crise, mais que si on prend des mesures plus longues dans le temps, on ne peut pas être en apnée pendant 20 jours. C'est impossible de mettre un pays en apnée pendant un mois. C'est pour cela que la stratégie de réponse, justement, le défaut de communication, si vous voulez, qu'on a de la part des pouvoirs publics, c'est qu'on n'a pas une stratégie de communication claire. Ça peut se comprendre par ailleurs, mais si on n'opte pas pour un confinement total et court, donc on pense qu'on va étaler le traitement de la crise, dans le sens d'aplanir un peu la courbe et tout ça, et donc on est obligé de réouvrir, inévitablement. Et c'est ce qui est en train de se faire apparemment, c'est qu'on va vers une réouverture, vers un retour à la normale. Pas tout à fait, parce qu'il y a toute une série de commerces qui sont toujours bannis. Mais les gens ne vont pas accepter. En fait, on va faire basculer dans l'informel des gens qui étaient dans le formel. Parce qu'ils vont ouvrir en cachette, etc. C'est les coiffeuses qui vont à la maison de leurs clientes. Déjà, on voit les gens qui ouvrent de la porte derrière et tout ça. Donc, on ne peut pas dire ton voisin, il est ouvert parce que c'est un marchand de pièces. Et toi, parce que tu vends des matériaux de construction, tu n'ouvres pas. Donc, je crois que là, ça va être très difficile d'avoir ce niveau de discipline. Et c'est pour ça que, encore une fois, on revient au mode. Si on parlait tout à l'heure de Hong Kong et de Taïwan, où les commerces sont restés ouverts, mais il y avait une très forte discipline sociale. Et c'est là où je crois que dans les courts jours, si on ne fait pas le confinement absolu et total, dans les quelques heures qui viennent là, le plus important, ça va être d'obtenir une discipline sociale. Reda Amrani, on va de retour avec nous? Oui, bien. Oui. Alors, on va aller au cœur du sujet de ce numéro. On a évoqué le sort morbide qui attendait une partie des entreprises algériennes en l'absence de mesures de sauvegarde. Ça fait 15 jours sur le café des experts économiques. Aujourd'hui, on veut évoquer le cas des ménages et du niveau de vie des Algériens avec cette question inévitable. Va-t-on tous devenir pauvres sur l'échéance de l'année qui vient? Est-ce que Reda, tu as le sentiment que parmi les Algériens, il y a la conscience qu'en 2021, enfin dès la fin de cette année, notre niveau de vie va être nécessairement et obligatoirement, compte tenu des paramètres, plus bas que celui de 2018 et de 2019? Est-ce que tu sens que les Algériens sont conscients qu'ils vont s'appauvrir? Je ne pense pas qu'il faille être très catégorique. C'est le monde entier, dans le monde entier. Ce n'est pas une crise qui concerne l'Algérie seulement. Donc, c'est une crise mondiale qui touche le monde entier. Donc, nous faisons partie de ce monde avec l'ouverture des frontières, la mondialisation. Nous sommes tous concernés par cette baisse de l'activité, par la baisse des revenus. Donc, les choses vont s'équilibrer. C'est pour ça que je module un peu ce que tu viens de dire. Mais le poids chez nous est aussi dans beaucoup de pays en voie de développement, comme en Afrique, comme en Inde, dans le sud-est asiatique, certains pays, et en Amérique latine aussi, c'est le poids de l'informel. Il y a 40% dans notre économie qui est dans l'informel et qui fait en termes d'effectifs. Reda, permets-moi de t'interrompre si tu veux, juste une seconde. Toi, tu penses que les Algériens ne vont pas être plus pauvres dans 6 mois, une année? Tu penses qu'on va conserver le même niveau de vie? Protégés. Il y a les Algériens qui travaillent à la fonction publique, ceux qui travaillent dans les entreprises publiques ou même dans les entreprises privées
ne vont pas être, si tu veux, touchés énormément et l'économie va reprendre. Il faut faire confiance à l'économie et ce sont des effets mondiaux. Ceux qui vont s'appauvrir, ceux qui pourront peut-être pas redémarrer, ce sont ceux qui sont dans l'informel et qui représentent 40 à 50% de l'emploi en Algérie. Ceux-là vont s'appauvrir parce que la plupart sont des journaliers qui ne vont pas avoir de revenus pendant... Ceux qui sont dans le formel et dans le privé formel ne vont pas s'appauvrir. Moi, je peux te citer des secteurs entiers de l'industrie qui sont à l'arrêt et qui ont fait des lockouts, qui ont fermé avant même le début du Covid-19. Avec le Covid-19, c'est la bérésina. Là, les gens ont de la pudeur, ils ne veulent pas en parler beaucoup parce que la priorité, elle est sanitaire. Mais c'est une bérésina. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être, je ne sais pas, il y a Ali Harbi ici présent et membre du cercle d'action et de réflexion de l'entreprise CARE. Il y a peut-être au moins un tiers du parc d'entreprises aujourd'hui qui ne distribue plus de revenus à ses salariés. Il faut l'intégrer. Ça, c'est une paupérisation quand même. Non, quelle que soit la paupérisation, elle ne va pas durer 7, 8 mois, 10 mois. Donc, c'est un passage à vide. Mais ces entreprises-là vont être aidées par l'État. L'État va être obligé de mettre de l'argent pour faire redémarrer ces entreprises, va leur donner de l'argent, va reporter les paiements de leurs cotisations sociales, de leurs impôts, va même, si tu veux, abandonner des choses. Ce genre de personnel des entreprises, des sociétés qui existent et qui fonctionnaient vont redémarrer. Ça, avec l'aide de l'État, naturellement. L'État va financer ça, va imprimer des billets comme les Américains, comme les Japonais, comme les Allemands eux-mêmes. Donc, tous ces gens-là vont redémarrer. Moi, là où il y aura appauvrissement, c'est surtout ceux qui sont dans l'informel, ceux qui sont journaliers. Ceux-là vont être vraiment dans une situation pénible. Et donc là, c'est ceux-là où il va falloir... On va vérifier si Ali pense effectivement que la paupérisation va être sélective. Les aides de l'État, la distribution des ressources, je sais pas, il y a différentes solutions qu'on peut trouver. On a les moyens de trouver des solutions. On a le filet social, on a les allocations familiales, on a aussi, si tu veux, beaucoup d'organismes qui permettront d'accéder à ces gens-là et leur remettre de l'argent directement. Ce sont ceux-là qui sont les plus difficiles à atteindre et qui seront qui souffriront le plus de la situation. Ils souffrent déjà. Alors, je vais poser quand même ma question différemment pour avancer. À la dernière situation, on a été impacté par une très forte crise. C'est vrai qu'on avait un endettement à l'international qui faisait qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre. C'était en 89-94. La paupérisation est passée par la dévaluation du dinar, par la fermeture des entreprises publiques, une grande partie, des lockouts, etc., par l'ajustement des prix intérieurs, et on s'est retrouvé pauvre d'un coup, 93-94, avec l'application du plan d'ajustement. Est-ce que c'est pas quand même un scénario qui va toucher aussi le privé et toucher aussi les fonctionnaires parce qu'on est d'accord sur l'informel, c'est clair que... Je crois qu'il faut qu'on tienne compte aujourd'hui de 3 catégories de citoyens, donc de travailleurs, puisqu'on va parler de la population directement et des ménages qui vont avec eux. Vous avez à peu près 6 millions de personnes qui sont soit directement dans la fonction publique ou qui dépendent directement c'est-à-dire soit fonctionnaires carrément ou contractuels. Vous avez 6 millions de personnes. Vous avez 7 millions de personnes qui sont dans le secteur économique essentiellement privé. D'accord ? Et vous avez une estimation, parce que les chiffres, on n'a pas de recensement récent, on a à peu près 5 millions de personnes qui sont dans l'informel. Donc ça, c'est du point de vue emploi, pas du point de vue part au PIB ou autre. Donc, il est clair que dans l'immédiat, les gens qui ont un plus grand risque, ce sont ces 5 millions de personnes qui sont dans l'informel et la part dans les 7 millions il y a dans les entreprises privées, il y a une grande partie qui sont aussi face à un grand risque. Il y a des gens qui ont déjà fermé. Il y a des gens qui sont en situation de crise depuis 1 an. Ce sont les entreprises du BTP. Parce qu'il y a un ralentissement dans le BTP. Il y a des gens qui n'ont pas été payés depuis 1 à 2 ans sur des commandes publiques ou en sous-traitance des grands groupes qui avaient le monopole de la commande publique. Et qui ne sont pas payés aujourd'hui. Ce sont des dizaines de milliers de PME, de TPE. Et vous avez des entreprises de services. Donc, aujourd'hui,
dans le très court terme... Ça, c'est une description d'un grand mouvement d'appauvrissement. Ah oui, oui, dans le très court terme, le risque majeur, il est sur la population, à la fois qui est dans l'informel et dans le privé. Ça touche potentiellement, hein, parce qu'on ne peut pas entrer dans le détail des chiffres, entre 10 et 12 millions de personnes qui sont vraiment face à un grand risque. Pour les fonctionnaires, on parle de 6 millions de fonctionnaires, ça risque aussi de toucher les fonctionnaires, pas tout de suite. Les fonctionnaires, pour cette année, ont des salaires qui sont assurés, donc ils ne vont pas être impactés en direct. Maintenant, si on se place sur l'horizon 2022, et donc si l'État réduit la voilure, comme on dit, en termes budgétaires, là, il y a des risques d'impacter le revenu des fonctionnaires et surtout le fait qu'on réduise le nombre total de fonctionnaires en réalité. Notamment par le fait qu'on ne remplace pas les gens qui partent à la retraite et tout ça, et qu'on réduise donc, et en fait, c'est des pertes d'emplois nettes qui vont être opérées. Et donc, on va avoir à la fois un phénomène de paupérisation, c'est des gens qui gardent un revenu mais qui est moindre, et un phénomène qui est lié à la perte franche d'emploi. Donc, pour les gens du secteur public, fonctionnaires et entreprises étatiques, ça peut être différé, donc il ne va pas ressentir l'effet de choc. Mais pour le secteur privé, je pense, je suis un peu en désaccord avec mon ami Reda, je pense qu'il y a un grand risque aujourd'hui parce que même si ça va redémarrer dans quelques mois, il faudrait qu'il y ait des entreprises qui redémarrent. Or, le risque aujourd'hui, c'est que les entreprises aient une coupure de trésorerie qui fasse que les gens libèrent le personnel et qu'ils ne puissent pas reprendre après. Et c'est très important, ce qui a été dit par Reda justement, c'est le fait qu'on ait des mesures d'un interventionnisme d'État massif. On va arriver. On doit en parler. Oui. On va arriver aux mesures. Je voulais juste, pour rester sur ce tableau de... S'il vous plaît, ce que j'essaie de dire, je dis que l'appareil économique va patiner, c'est vrai, mais l'État, le gouvernement, ne va pas rester passif, il va faire comme tous les gouvernements du monde. Il va agir, il va aider ces entreprises, il va aider ce personnel de l'informel. Donc, on trouvera des solutions monétaires, des solutions financières pour suppléer à cette crise. On ne va pas laisser l'économie s'effondrer, surtout... Reda, est-ce que tu as écouté Abdelmajid Tebboune dans sa conférence de presse l'Khara? Oui, je pense qu'il y a... Il n'a rien dit sur ce sujet. Et il n'a rien dit parce qu'il ne peut pas anticiper, mais là, face aux problèmes qui deviennent évidents, il est obligé de réagir. Le président et son gouvernement vont réagir. Ils vont mobiliser les banques, ils vont mobiliser la Banque centrale, ils vont mobiliser les organismes sociaux. Ils vont essayer tous les instruments dont on dispose actuellement pour suppléer à cette crise sociale. On ne va pas laisser l'économie s'effondrer, la société aussi s'effondrer. Alors à quoi sert ce gouvernement ? Et les caisses du système de protection sociale qui pourraient aussi, elles, s'effondrer. J'espère quand même pouvoir en dire un mot tout à l'heure avec Mahrez Aïd Belkacem. Alors, on va s'intéresser aux ménages directement. D'abord, avant de parler des entreprises, parce qu'il faut aussi parler des entreprises, c'est par là que passe le revenu de beaucoup de ménages, en tous les cas pour le secteur formel. Il y a cette idée qui est en train d'avancer. J'espère pouvoir en parler avec ces promoteurs de CARE, encore une fois, cette semaine dans un autre format, dans l'invité du direct. C'est l'idée agité déjà par Nebni d'un revenu universel mais qui serait lié à la crise du Covid-19. Revenu universel qui serait distribué à tous les Algériens pendant 3 mois pour faire face à cette crise-là. Donc revenu qui irait directement aux Algériens. Ali Harbi, tu peux nous en dire un peu plus sur cette idée qui va se transformer en papier CARE dans les prochaines heures? Oui, c'est un papier CARE qui va sortir. Je ne vais pas beaucoup en parler parce que je pense que les gens qui le portent en parleront plus en détail. Mais juste pour prendre le principe, c'est qu'il y ait un mécanisme de soudure. Donc, ce n'est pas le revenu universel permanent. Ça, c'est un autre débat. On en parlera dans d'autres conditions, je dirais, à froid. Mais à chaud, en situation de crise, en fait, c'est un revenu de crise. C'est un revenu de crise qui est destiné principalement aux gens qui ont un risque de perdre leur revenu, tout simplement parce que, de un, ils sont dans le privé ou ils sont totalement dans l'informel, et donc aujourd'hui, leur activité est totalement interrompue. Je tiens à rappeler ici un point très important, c'est que pour le privé formel, pour des gens qui ont mis leur personne en congé, essentiellement c'est ce qui est en train de se passer, une fois que le congé sera terminé, dans une semaine, parce que ça fait déjà 15 jours que beaucoup de gens sont mis en congé,
Donc, aux alentours du 15 avril, certains au 21 avril, les congés forcés, payés, mais c'est quand même des mises en congé, vont s'arrêter. Après, si on continue le confinement, est-ce qu'on continue à payer les salaires ou pas? Est-ce que le privé est capable de continuer à payer les salaires? La plupart du privé, je rappelle quand même que 99% du tissu d'entreprises en Algérie, c'est des TPE. Très petites entreprises. C'est des très petites entreprises. La moyenne d'emploi en Algérie, elle est de 3 salariés par entreprise, la moyenne nationale. Donc il faut qu'on arrête de regarder le haut de la pyramide et les très grosses boîtes privées, mais il faut voir les moyennes entreprises, et c'est une pyramide qui est très plate, très plate. La base, c'est donc qu'ils ne pourront pas payer un mois de salaire sans qu'il y ait de travail. À partir de là, l'idée d'un revenu, c'est vraiment pour assurer cette soudure-là. C'est pour une période courte, donc c'est sur une période de 3 mois, et c'est un revenu uniforme, donc ce n'est pas une indexation sur le salaire des gens ou une proportion de salaire, mais c'est comme on dit en anglais, c'est un flat. Donc c'est une contribution de l'État qui peut se faire par le canal des caisses, donc des caisses de sécurité sociale et différentes caisses, pour qu'il y ait un canal de distribution. C'est pas là qu'on va rencontrer l'informel. Hein. Mais c'est un moyen d'intégrer l'informel, justement, parce que les gens pourront s'affilier. Si on simplifie l'affiliation, qu'on n'en fait pas une usine à gaz, comme c'est actuellement, si on simplifie l'affiliation sur la base d'une pièce d'identité, eh bien, les gens s'affilieront pour percevoir cette aide. Et donc, on les a tirés sur la base de trois salaires, parce qu'en fait, c'est une mesure de 3 mois. C'est une mesure de 3 mois. Chiffrée. L'idée, bon, ensuite, ça peut se discuter, mais si on part sur un principe que ce serait sur une base de calcul par rapport aux besoins d'un moyen, d'un ménage, pendant un mois sur une base de 30 000 dinars par mois, ça peut se chiffrer, évidemment, avec d'autres aides. On pourra en parler tout à l'heure. Ça peut être aux alentours de 10 à 12 milliards de dollars sur la période. Sur 3 mois. Oui. Non, sur la somme. Il faudrait 10 à 12 milliards de dollars, évidemment, des mais ça se recalcule, mais c'est une estimation, en première estimation. On va en dinars, c'est imprimé en dinars. C'est important. C'est pas quelque chose qui va être enlevé aux réserves de change. C'est du dinar, mais on est obligé de ramener ça en dollars, d'abord pour diminuer le nombre de zéros, pour donner sur des chiffres qu'on peut prononcer facilement, et d'un autre côté aussi pour ramener ça, comme vous le savez, pour pouvoir compenser ce nouvel endettement du Trésor, si on va aller à la planche à billets, ou même si c'est une dette qui est par des obligations, par un système d'endettement, il faut ramener ça à ce que nous allons produire à l'avenir pour compenser. Donc il faut qu'on parle en dollars. On va faire réagir Reda, mais après, auparavant, je résume la mesure. Comme quoi on peut venir sur Radio M et écouter des mesures que Abdelmajid Tebboune n'annonce pas à la présidence. Donc, c'est une proposition. Voilà, Caire n'a pas les idées, n'a pas l'argent, mais il peut avoir les idées. Voilà, donc c'est important. Donc l'idée, ce serait un revenu universel Covid-19 distribué à tous les Algériens, sans condition. Il faut être mineur, il faut être majeur, c'est tout. Voilà, condition d'âge majeur, mais sans condition de revenu. Sans condition de revenu. Ça ne dépend pas du revenu qu'on a. Il y a des Algériens qui peuvent renoncer à prendre cette contribution, ce revenu universel, et qui permettrait de faire la soudure donc, pendant 3 mois. Ce n'est pas le revenu universel standard dont a parlé Nebni, qu'il a développé, etc. C'est notre projet. C'est un autre projet, mais peut-être qu'avec ce revenu universel, déjà, on pourra introduire le débat sur ce revenu universel qui peut être une réponse au système de subvention universelle. Reda, ta réaction par rapport à cette idée? Je pense que c'est une solution que sont en train de prendre toutes les économies du monde. Hein. Oui. Distribuer des revenus pour compenser cette absence d'activité et pour compenser aussi les difficultés des petites entreprises. Ce sont elles les plus grandes pourvoyeuses d'emplois. Et donc, c'est une chose tout à fait naturelle c'est ce que certains appellent, je crois là, ce qu'avait inventé Friedman, l'économiste prix Nobel, donc l'effet hélicoptère. Oui. Distribuer de l'argent directement aux citoyens sans passer par les banques et donc c'est une solution comme une autre. Je pense que le gouvernement, il y a des compétences. Moi, je ne jette pas la pierre à tout le monde. Il y a des compétences. Ils vont, à travers les effets comparatifs avec ce que font les autres pays, ils vont trouver des solutions pour distribuer des ressources. Et on va s'endetter en interne. On n'est pas tellement endetté en interne, on est à 40%. Le Japon dépasse de 100%. Et avec ça, hier, ils ont décidé de sortir encore 920 milliards
d'euros à distribuer à l'économie. Donc, vous voyez, on est loin, nous, de tout ça. Donc, on a encore du mou, on a encore des possibilités de faire marcher la planche à billets sans que l'inflation ne soit, si vous voulez, à la porte de sortie. Non. Je m'attendais quand même à ce que tu exprimes une réserve, Reda, sur la capacité du gouvernement et de l'administration actuelle à déployer une solution de ce type, à la charpenter, et à la designer et puis à la mettre en œuvre. Parce que... Mais lorsqu'il s'agit de distribuer de l'argent, c'est les choses les plus simples à imaginer, à préparer, mais surtout, on dispose en Algérie d'outils de distribution de ressources. Le filet social existe. Vous voyez, donc... Là, l'avantage de cette mesure, c'est qu'on n'a pas besoin d'identifier les populations. Il suffit juste d'avoir sa carte. Il faut numériser, évidemment, pour que les gens ne passent pas 2 fois au guichet. En principe, avec le numéro de carte, avec le numéro d'identification nationale. Vous comprenez? Donc, on a un réseau de banques, on a un réseau de postes, on a un réseau de la sécurité sociale, on a les cartes Chifa, on a la carte d'identité, si vous voulez, nouvelle, donc biométrique. Donc, on peut identifier les populations à qui cet argent va être destiné. Donc, on a les moyens. On n'est pas un pays qui, sur le plan de l'organisation de l'État, est complètement déstabilisé. On a des outils d'administration et de gestion de la population. Donc, on peut y accéder. L'essentiel, c'est de décider de remettre de l'argent à cette population qui en a besoin. Il faut tenir ces 3 à 6 Oui. L'essentiel, c'est de décider, mais pour le moment, au niveau de la communication, quand il s'agit de décider de ce genre de choses, c'est le silence absolu. On va évoquer des mesures de sauvegarde dans le secteur de l'industrie, mais pour le moment, c'est le silence. Sinon, on a le ministre du Commerce qui passe son temps à menacer les commerçants qui feraient de la spéculation, et c'est surtout ça qu'on garde dans l'opinion. Ça, c'est son niveau, hein. C'est son niveau aussi. Au lieu d'avoir une stratégie, d'avoir une vision stratégique et globale et laisser les organismes du commerce faire leur travail, lui, il veut faire tout. On ne peut pas tout faire, même si on est ministre. Chacun son rôle. Il a des organismes de l'espace intermédiaire dans le commerce, il a des outils de gestion du commerce en Algérie qu'il les fasse fonctionner. Il ne faut pas qu'il se mette au devant de la scène à chaque fois. Et après, lorsqu'il faudra être vraiment présent, on ne le trouvera pas. Oui, j'ai réussi à te faire dire du mal du gouvernement quand même, Reda. Bon, ça c'est le pacte, c'est la trêve sanitaire. Hein, on essaie de ramer tous dans le même sens. Alors, évidemment, donner du revenu directement aux ménages, c'est la solution évidente du court terme, et Kerr a raison d'essayer de développer un mécanisme précis avec du chiffrage sur comment ce revenu universel de crise peut nous aider à passer le cap. 3 mois, il faudrait que la crise ne dépasse pas beaucoup 3 mois. De toute façon, il faut savoir que c'est un effet de soudure, hein, donc ce n'est pas une réponse de fond au problème structurel de l'économie algérienne, telle qu'elle sera en juin ou en juillet ou en août. Mais il est clair que, de toute manière, il faut qu'on s'adapte à cette pandémie et à ce virus. C'est-à-dire que la solution de fond, ce n'est pas le confinement et l'interruption. J'ai dit tout à l'heure, si on fait du confinement, c'est pour des très courtes périodes, et après, il faut qu'on en sorte, même si le virus est encore là. Donc, il y a des démarches d'adaptation, il faut qu'on change nos comportements, il faut qu'on change nos manières. Comme on disait, nous, on se fait la bise tous les matins, on ne se fera plus la bise tous les matins pendant quelques mois. Mais on est obligé de revenir au travail à un moment donné. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mesures puissante, une intervention puissante de l'État sur une période courte, et que derrière cette période courte, il faudrait qu'on imagine des mécanismes de relance. C'est là où il faudra aider les entreprises à redémarrer. Alors, aider les entreprises à redémarrer, les mesures de relance, c'est d'abord des mesures de sauvegarde. Avant de passer aux mesures de relance, le secrétaire général du ministère de l'Industrie a laissé entendre qu'il y avait quelque chose qui se préparait au niveau du ministère de l'Industrie. Est-ce qu'il n'y a pas quand même l'appréhension que ce soit des mesures qui ne soient pas à la hauteur de la situation? Comme on ne sait pas de quoi il s'agit, il y a cette appréhension. C'est normal qu'on ne sache pas très bien. D'ailleurs, la preuve qu'on a le droit d'avoir des appréhensions, c'est le fait que, par exemple, sur le plan des mesures fiscales, la DGI ait pris des mesurettes, je dirais. Hein. Donc, ça veut dire que si le gouvernement va aller dans le même sens, je ne pense pas qu'on aille très loin comme ça. Le fait que de décaler que d'un mois les échéances fiscales, alors qu'en juin, on ne sera encore pas sorti de la crise.
du point de vue des entreprises, de la crise de trésorerie. Donc, en fait, on ne pourra quand même pas payer les échéances. Ça ne dépend pas du ministère de l'Industrie, ça dépend de tout le gouvernement. C'est une position de gouvernement. La deuxième chose, et ça ne dépend pas non plus du ministère des Finances tout seul, c'est une décision politique de tout un gouvernement. La même chose, on ne voit pas la CNAS là, alors qu'en avril, les gens vont avoir des échéances, notamment les gens qui sont sur les déclarations trimestrielles, qui est une très grande masse de personnes qui sont sur les déclarations trimestrielles. La CNAS n'a pas encore pris de position sur le report de l'échéance d'avril. Donc finalement, il y a une latence, alors que les mesures sont évidentes. Il y a une latence de l'État, ce qui fait que même du point de vue de ce que va annoncer le ministère de l'Industrie, on a des appréhensions. Maintenant, les idées, elles sont à la base. Les idées, elles consistent essentiellement à décaler significativement les échéances. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément très important va être le fait d'injecter de l'argent pour que les gens puissent redémarrer. Parce qu'en termes de trésorerie, encore une fois, les gens n'auront pas la trésorerie pour redémarrer parce qu'ils se sont arrêtés 1 mois ou 1 mois et demi ou 2 mois, on ne sait pas. Donc il faudrait un mécanisme de financement exceptionnel de la trésorerie des entreprises. Et passer par le système bancaire. Il y a eu cette mesure de déplafonner le découvert de 15 jours de chiffre d'affaires, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça reste une mesure suffisante? Ce n'est pas suffisant. Je pense que là, il faut plutôt faire jouer un mécanisme de garantie financière beaucoup plus important. Donc, faire intervenir les organismes de garantie financière à des plafonds plus élevés pour que les entreprises aient des crédits d'exploitation en bonne et due forme, couverts par une garantie financière. Et parce que le découvert, ça coûte très cher. Donc, si l'État n'intervient pas pour effacer les intérêts et les agios, donc ça va continuer à courir et ça va après être exorbitant. Donc, en fait, il faudrait un mécanisme de retour à un financement d'exploitation. Reda, oui, moi je pense... tu as été pendant très longtemps au ministère de l'Industrie. Est-ce que c'est vraiment de la compétence du ministère de l'Industrie de réfléchir à des mesures de ce type? Le ministère de l'Industrie, je pense, moi je peux me tromper, je pense qu'il a un outil qui fonctionne pas correctement. Il a des usines fermées. Il a des usines qui travaillent une équipe, qui peuvent se substituer à l'importation, augmenter leur activité, pour autant qu'on leur donne quelques facilités financières, que les banques reviennent vers ces entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Même le privé fonctionne très au ralenti. Donc, je pense que le ministère de l'Industrie, qui a des données plus récentes et à jour, je pense qu'il a identifié un potentiel à réveiller. Et il peut le réveiller par des aides financières. Tu penses à l'ENI pour les respirateurs? C'est pas seulement les nids ou les respirateurs, mais beaucoup d'activités qui sont... Il faut qu'elles aient un marché. Là, les respirateurs, il y a un marché qui les attend, il n'y a aucun problème. Tout comme dans le textile, il y a un marché qui attend les entreprises textiles qui veulent qui pourraient faire des bavettes et des masques. Mais pour les autres secteurs... Il y a une 50aine d'usines de confection qui sont bien équipées, qui sont à l'arrêt, je crois. Il y a des usines dans l'industrie de la métallurgie qui sont à l'arrêt. Il y a plein d'usines qui sont... La métallurgie, aujourd'hui, ce serait pour faire de quoi? Du confinement dans des hangars? Il y a un marché. Dès que l'économie redémarre, il y a un marché. Parce que l'importation, parce que le gouvernement, comme tous les gouvernements à travers le monde, vont restreindre, si vous voulez. Reda, tu es en train de dire que lorsque l'économie redémarre, or aujourd'hui, tous les paramètres montrent qu'elle ne va pas redémarrer s'il n'y a pas d'intervention très forte. Et la question, c'est quel type d'intervention, quel type de mesure de sauvegarde, déjà pour que l'outil ne disparaisse pas? Déjà, mais comment? Il faut redonner de l'argent à l'économie, à ces entreprises, à ces industriels, à ces entreprises de travaux. Donc, c'est à travers là aussi l'outil bancaire où on va permettre aux banques, si vous voulez, de ne pas respecter, si vous voulez, l'orthodoxie financière, comme le font les Américains ou les Japonais ou les Allemands, eux-mêmes le font. Donc, il n'y a pas de raison que les banques en Algérie vont continuer, si vous voulez, à exiger des choses impossibles des entreprises. Il faut injecter massivement de l'argent dans les entreprises pour leur permettre de reprendre de l'oxygène, de redémarrer. C'est une nécessité vitale et on va pas inventer la poudre. Les gens font ça dans tous les pays du monde aujourd'hui face à la crise. Alors, je vois pas, l'Amérique débloque 2000 milliards, l'Allemagne qui était avec un équilibre budgétaire des plus orthodoxes, lâche la bride et donne, je crois, 500 ou 600 milliards d'euros à ces entreprises. Vous voyez, donc,
Tout le monde est en train d'injecter l'argent pour redémarrer et nous, on est en train de se... Est-ce que Ali, est-ce qu'il n'y a pas une appréhension politique de remettre de l'argent à des entreprises privées alors que tout le discours de l'année Ahmed Gaïd Saleh et de début du mandat de Tebboune, c'est quand même l'Aïsaba, les oligarques, le privé, et est-ce que politiquement il n'y a pas une réserve? Je crois qu'il faut qu'on inverse très rapidement. Bien ce fameux adage populaire. Voilà. Ils sont en quarantaine, une cinquantaine. Reda, les chiffres sont très clairs en Algérie, hors commerce. Hein. Les entreprises qui travaillent, qui sont là en train d'essayer de redémarrer, d'essayer de créer de la richesse, de maintenir l'emploi, il faut les aider, il faut les soutenir. En termes de chiffres, il y a des oligarques Reda, qui ont volé les banques que l'on va aujourd'hui tout arrêter. Au contraire. Il faut profiter de l'occasion pour aider les gens sérieux, les gens qui créent de la richesse, qui travaillent, qui ont des employés à maintenir et qui vont se substituer à une partie de l'importation. Et je pense que le ministre de l'Industrie a des chiffres et des données beaucoup plus réalistes et il va demander, je pense, au gouvernement à ce que des financements spécifiques soient accordés à cela. On peut passer non seulement par des financements directs, mais aussi, comme on vient de le dire, par l'augmentation des ressources des fonds de garantie pour pouvoir garantir tout ce que les banques vont avancer comme argent à ces petites entreprises. Et c'est nécessaire, on est obligé et on va y aller. Hein. On a beau parler ou beau essayer de dire non, c'est une nécessité. Il faut annoncer ça. Ce qui nous retarde aujourd'hui, c'est l'annonce. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a un peu plus d'1 million d'entreprises. Je ne parle pas des commerçants, je parle des entreprises de création de biens, de services ou d'industrie. Sur le 1 million, vous avez, grosso modo, on a 1 millier d'entreprises étatiques, un peu plus, et vous avez quelques centaines de ce qu'on appelle les entreprises qui ont gravité autour de l'oligarchie de la Aïsaba. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste quand même le million. Qui n'ont rien à voir avec cette histoire, qui sont les victimes de la Aïsaba, au contraire. Donc, il faut qu'on change de logiciel un petit peu pour se dire que le secteur privé en Algérie, c'est moi, c'est vous, c'est toi, Hassan, tu as une petite boîte privée, Interface Média. Qui espère revenir devant sa banque. Espérons-le, voilà. Et puis d'autres entreprises qui sont à 3, 4, 5 salariés, 10 salariés, c'est ça le secteur privé en Algérie. Ces gens-là, il faut changer de logiciel, se dire c'est ces gens-là qu'on veut aider. Et donc, à partir du moment où on change de logiciel et on se dit que nous, on se focalise sur la PME, je crois qu'aujourd'hui, il y a 2 éléments clés. Il y en a un dont on vient de parler, c'est injecter de l'argent à travers de l'exploitation, une fois qu'on aura décalé toutes les échéances, bien sûr, pour que les gens ne s'interrompent pas. Parce que si on impose aux gens de payer la CNAS ce mois-ci ou payer les impôts en juin, comme c'est annoncé, les gens vont mettre la clé sous le paillasson et ils vont aller dans l'informel. Et au revoir et merci pour les impôts. Et donc, il faudrait d'abord qu'on décale tout ça. Deuxième élément, injecter de la trésorerie pour que les gens redémarrent. Quand il sera question de redémarrer, sachant que les salaires vont être pris dans le cadre du dispositif d'aide aux ménages. Pour qu'ils redémarrent, et on vient de le dire, il faut avoir un vrai mécanisme de garantie d'État. C'est remonter les plafonds et l'opérationnalité des fonds de garantie. Parce que les banques seules ne pourront pas, sans garantie, elles ne vont pas prêter. Sans garantie, il faut les refinancer, leur injecter de l'argent. Mieux vaut injecter 100 milliards à des fonds de garantie qui peuvent, eux, garantir 1000 ou 1200 euros. C'est x8 jusqu'à x12. Hein. Vous voyez les montants engagés. En montant engagé. Les fonds de garantie. Donc, c'est un outil qu'il faut utiliser massivement pour aider les petites entreprises. Il y a un autre point sur lequel je voudrais souligner. Il y a beaucoup d'entreprises du bâtiment qui ne sont pas encore payées. Ça, c'est le premier. Sur 2020, sur 2019 et dans certains cas, on remonte à 2018. C'était la première mesure qui a été proposée dans le document dont nous avons parlé la dernière fois. C'est le recouvrement. C'est le recouvrement. Il faut payer les gens. Donc, quand on commence par ça, déjà, je pense que c'est indiscutable. Et surtout que je voudrais ici faire passer un message, parce qu'on est en contact quotidien avec les entreprises. On constate que les entreprises du bâtiment et des corps secondaires, d'une manière générale, n'arrivent même plus à facturer. C'est-à-dire, il y a une instruction non écrite qui fait que on ne reçoit pas là. On ne leur signe même plus les attachements. Les attachements. Oui. Et donc, ils sont même pas en situation de facturation. C'est-à-dire, comptablement, l'État vous dit aujourd'hui, j'ai pas de dette. Oui. Parce que les situations ne sont pas visées. Il y a 4 semaines, on a dit que le ministère des Finances
doit agir efficacement et donner instruction à tous les ordonnateurs et à tous les contrôleurs financiers de lâcher la grippe sur les entreprises. Absolument. De payer, même si les situations ne sont pas conformes, il faut débloquer. Et c'est possible parce que quand on veut décider de faire un geste fort, 380 millions de dinars en mesure d'urgence pour le secteur de la santé, décidé donc récemment pour faire face à la crise en attendant la loi de finances complémentaire, ça a été décidé avant. Donc il est possible de prendre ce type de mesures. On approche de la fin de cette émission. Bon, vous avez atténué le choc de la paupérisation avec toute une série de mesures qu'il faudrait prendre. Le problème, c'est que politiquement, on n'a pas le sentiment d'avoir l'attelage qui peut prendre ces mesures dans les délais, les annoncer, les réfléchir et les annoncer. On n'a pas ce sentiment, c'est une réalité. Elle ressort de tous les ports de la société algérienne, d'où le recours à des mesures des anticipations face à la crise, à une relative panique qui est constamment montée dans la société. Comment vous voyez les Algériens à la fin de l'année? Là, au niveau de l'importation, est-ce qu'ils sont prêts à se passer d'un certain nombre de produits? Parce que c'est ce qui va manquer en premier, hein, c'est des produits d'importation. C'est un certain confort de consommation qui va disparaître et de facto. Et pas seulement parce qu'on n'aura pas les moyens d'acheter, mais aussi parce que la supply chain, la chaîne d'approvisionnement à l'échelle internationale, ne va pas se remettre en mouvement et en place rapidement. Donc, on va forcément consommer différemment. Moi, je suis optimiste, paradoxalement, sur ce point-là, parce que ce qui se passe actuellement, on voit bien que les Algériens sont en train de se mobiliser, les chaînes de solidarité se constituent, donc c'est un élément extrêmement positif, hein. Ce qui fait que j'avais parlé dans un poste de révolution culturelle, hein. C'est-à-dire que notre révolution culturelle, c'est de se dire justement, peut-être que je n'ai pas besoin de consommer autant de produits importés. Ça, c'est dans la tête de chacun de nous, hein. Si on réapprend à faire la mayonnaise, on ne va plus consommer de mayonnaise importée. Je prends ce petit exemple de tous les jours, bien sûr. Et puis, ça va sur d'autres produits. Nous avons une opportunité monumentale aujourd'hui, c'est que sur l'alimentaire, on a un potentiel agricole extrêmement important qui est largement sous-exploité. Il faut qu'on se le dise. Et donc, on peut restructurer nos chaînes de valeur locales par un élan, je dirais, de prise de conscience. C'est pour ça que du point de vue du comportement du consommateur, moi je suis assez optimiste. Je ne m'inquiète pas beaucoup sur la réaction des Algériens. Mais c'est vrai que peut-être que le pouvoir d'achat va diminuer. Mais la réaction qu'on est en train de voir aujourd'hui, moi je crois que c'est une réaction qui nous laisse beaucoup d'espoir. Reda, tu es plus seul à être optimiste là, hein, mais Ali qui t'a rejoint. Je le dis, les citoyens algériens sont des gens conscients. Aujourd'hui, je l'ai dit, ce n'est plus l'Algérie de 62. Aujourd'hui, on le répétera jamais assez, toutes les femmes en âge de procréer ont été au moins au collège. Il y a plus d'analphabétisme, on est à plus de 95% de gens qui savent lire et écrire aujourd'hui. C'est une autre Algérie, c'est une autre population. Elle est consciente, elle est branchée par les satellites, pour les télévisions, elle est branchée sur Internet avec la 3G. Quand j'ai dit que la 3G allait permettre 37 millions d'internautes, aujourd'hui il y a plus de 40 millions d'abonnés à la 3G. Donc vous voyez, une nouvelle population, elle est en mesure de prendre ses responsabilités, elle est en train de les prendre, hein. C'est une population qui réagit vraiment. La chaîne de solidarité qui s'installe, elle est naturelle, c'est celle de l'Algérie qu'on a connue, l'Algérie de toujours. Et donc, elle est là. La mobilisation, elle est là. La discipline, on dit que les Algériens, ils sont disciplinés aujourd'hui. Et donc, je pense que nous allons, si vous voulez, subir cette crise comme le monde entier, mais on a des capacités de la subir avec le moins d'aléas possible. Et d'ici 7-8 mois, je pense, les chances vont revenir. Nos habitudes de consommation ne sont pas si farfelues que ça. On est les Algériens sont des gens frustres, hein. Ils peuvent se contenter de quelque chose de moyen, le luxe, c'est quand on a besoin. C'est le luxe, comme dit la Banque mondiale, ce n'est pas tous les jours. C'est lorsqu'il y a un mariage, une fête, on s'adresse au luxe, mais le reste, les autres jours de la semaine ou du mois, on prend ce qu'il y a sur le marché. Donc moi, je ne vois pas la situation d'approvisionnement qui va changer ou quelque chose qui va... Merci Reda, merci de nous rappeler ces
ces réalités de l'évolution et de la mentalité des Algériens. On n'aura malheureusement pas avec nous aujourd'hui Mahrez Et Belkacem pour l'appel vidéo à partir de l'étranger. On essaiera de discuter avec lui peut-être dans un autre format de l'évolution des caisses et du système de protection sociale. Je rappelle que notre ami Mahrez Et Belkacem a été notamment directeur général de la Caisse nationale d'assurance chômage, une caisse qui aura joué un rôle nouveau dans le contexte qui se profile. Ali Harbi, merci de nous avoir rejoints encore ce mardi au studio. On se donne rendez-vous, Reda et Ali, dans 15 jours pour un nouveau café des experts éco, peut-être avec un nouveau sponsor d'ici là. Il y a des gens qui veulent se jeter sur la tête dans le contexte. Bon courage. Merci beaucoup et à très bientôt. Je rappelle que vous pouvez nous rejoindre tout le temps sur le streaming audio, parce que nous sommes une radio et qu'on peut écouter cette radio-là. Le bouton, le player est sur les sites de radio-m.info et le site de Maghreb Émergent. C'est en attendant l'application qui arrive bientôt. Sinon, sur tous nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.